Normalement, Sébastien Windsor, le président de l'ACTA, devait introduire la conférence, mais il est pris juste derrière le stand avec un homme politique. Et donc, je pense qu'il interviendra un peu plus tard dans la conférence. On ne veut pas prendre de retard parce qu'il y a d'autres conférences. Évidemment, le programme est assez chargé sur ce salon, sur les questions du numérique. Donc, simplement, en guise d'introduction très rapide, l'ACTA, nous sommes la tête de réseau des instituts techniques, c'est-à-dire que c'est au sein de cette structure que va se coordonner un certain nombre de projets pour l'ensemble des filières. Donc, il y a 18 instituts techniques qui sont qualifiés au sein de l'ACTA. C'est à peu près 2000 collaborateurs, 200 millions d'euros de budget, 206 implantations sur le territoire, dont certains en Outre-mer. Et vous avez sur ce stand un panorama des innovations qui sont proposées par les instituts techniques. Le métier des instituts techniques, ça va consister à accélérer, on va dire, le travail de la recherche au service des producteurs, donc accélérer ce cycle de la recherche vers le développement au travers de dispositifs d'innovation. Donc, je vais passer le programme en revue très rapidement pour qu'on ne prenne pas trop de retard. Donc on va commencer cette conférence avec un topo de API Agro avec son directeur Sébastien Picarda qui présentera cette plateforme API Agro. Vous pourrez en savoir plus longuement au travers d'autres conférences avec lui. C'est un projet qui est né des instituts techniques agricoles, de leur volonté de travailler ensemble. On avait déposé ce projet en 2013 et on avait à l'époque 12 instituts techniques qui travaillaient sur cette plateforme. Et aujourd'hui, c'est une société qui vit de ses propres ailes et qui a largement élargi son écosystème à d'autres acteurs. Mais vous verrez que Sébastien nous présentera tout ça mieux que moi. Ensuite, on verra un autre projet qui nous occupe en ce moment, collaboratif, qui sera présenté par François Brun de l'ACTA, le projet Multipass. Vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur la plaquette Multipass qui est également disponible. Et puis on vous présentera au travers de différents intervenants différentes innovations qui sont proposées sur ce stand sur le numérique au service des producteurs. Donc Sébastien, je te laisse la main le temps que je branche ta présentation. Bonjour à toutes et à tous. Mehdi a introduit le sujet d'API Agro et notamment le principe des échanges de données. Ici, au sein des instituts techniques, vous avez énormément de jeux de données, d'algorithmes, de matières grises qui sont formalisés. Et le but derrière, pour API Agro, c'est notamment de pouvoir valoriser ces jeux de données, les exposer pour que ces jeux de données soient transférés et accessibles à tous les acteurs économiques afin qu'ils puissent derrière développer des services aux producteurs agricoles et à l'ensemble des acteurs de la filière dans le respect de la propriété intellectuelle des données pour pouvoir valoriser économiquement ces données et s'assurer que techniquement la donnée aille bien d'un point A à un point B. Donc concrètement, je vais aller vite sur ces deux premières slides pour vous rappeler qui est API Agro SAS. Comme l'a rappelé Mehdi, c'est issu d'un projet de recherche issu des instituts techniques financés par le CASDAR, ministère de l'Agriculture, qui il y a 2 ans a décidé de passer dans la phase de l'économie privée en créant la société API Agro SAS avec les chambres d'agriculture et les instituts techniques, l'ensemble de la famille des instituts techniques ici présents, rejoint ensuite avec une vingtaine d'actionnaires privés représentant l'ensemble des filières, la génétique animale, les firmes phytosanitaires, les éditeurs de logiciels comme SMAG, Isagri et autres. Bref, une vingtaine d'actionnaires qui permet ainsi à API Agro d'avoir une gouvernance équilibrée sans acteurs prédominants dans son actionnariat. Et enfin, une troisième famille d'acteurs avec le GVS qui intervient dans le monde de la semence végétale. API Agro est positionné vraiment entre les émetteurs de la donnée qui sont très nombreux aujourd'hui et la troisième couche qui est en haut, qui est la couche dite de l'intelligence artificielle ou si on est un peu plus pragmatique, du croisement des données où la question c'est comment on crée de l'intelligence avec des sources de données différentes et pour pouvoir croiser des données encore faut-il les échanger en amont et c'est le but d'API Agro.
Nous adressons l'ensemble des acteurs économiques de la donnée, naturellement les industriels amont aux exploitations agricoles, les industriels aval, mais également les centres de recherche, les pôles de compétitivité régionaux pour mettre à disposition notre infrastructure d'échange au bénéfice des projets en région et des instituts techniques. Notre solution a vocation de pouvoir être opérée au niveau français et européen. L'objectif, naturellement, c'est de créer une place de marché. Quand on dit place de marché, ce n'est pas uniquement parler d'argent, de monétisation, mais de sécuriser les échanges et les interconnexions entre des émetteurs de données et des utilisateurs de données. Pour ce faire, eh bien, nous n'avons pas réinventé la poudre. Il existe aujourd'hui des acteurs technologiques, notamment en France et en Europe, qui ont des capacités ou des moteurs pour pouvoir gérer ces échanges de données qu'on a adaptés au secteur agricole. Le volet logiciel est assuré par la société Dawex, dont l'actionnaire de référence est la Caisse des dépôts et consignations, qui intervient déjà au niveau international et qui permet aujourd'hui à API Agro d'avoir un moteur sécurisé d'échange de données. Pour ce faire, il faut ensuite des serveurs, des infrastructures, et nous avons fait le choix de recourir à la société Outscale, filiale de Dassault Systèmes, qui permet ainsi d'opérer un cloud souverain européen. Et le point important d'API Agro est, compte tenu de l'importance stratégique des données agricoles, nous avons décidé de recourir à des opérateurs européens face à la montée en puissance d'acteurs américains ou chinois, afin d'avoir des acteurs clés en Europe sur ces dossiers-là. Nous avons donc, au travers d'API Agro, à votre disposition un catalogue de données et d'algorithmes accessibles à tous de manière sécurisée et qui permet ensuite à des acteurs de venir se sourcer en données et afin de pouvoir derrière créer des services innovants aux producteurs agricoles et aux acteurs de la filière. Ainsi, vous pouvez gérer avec API Agro l'ensemble des différentes étapes d'échange de données. Déjà, exploiter les données qui sont chez vous et que vous voulez mettre à disposition de la communauté et de l'écosystème agricole. Ensuite, une fois que vous êtes dans le catalogue, pouvoir identifier, rechercher des jeux de données qui pourraient être utiles et qui vous manquent, par exemple des jeux de données météo, plutôt que d'investir dans votre propre réseau de météo, et afin de pouvoir accélérer le développement de vos services, vous pouvez acheter ou vous connecter à des jeux de données existants. Notamment, on pense à des zones un peu de montagne qui n'auraient pas accès à des stations météo importantes. On peut mutualiser grâce à cela des infrastructures de collecte de données. C'est également vrai pour accéder à des référentiels de la recherche dans le monde animal, avec le code RAS, par exemple, des ruminants. Avoir accès aussi aux produits autorisés, phytosanitaires, et aux semences. Vous avez aujourd'hui déjà plus de 180 jeux de données disponibles sur API Agro, provenant d'une cinquantaine d'organismes et qui rassemblent à peu près 500 utilisateurs. Et aujourd'hui, avec le développement industriel d'API Agro, nous comptons aborder l'année avec plus de 500 utilisateurs, 500 personnes morales inscrites sur API Agro d'ici la fin de l'année. Pour accéder à la plateforme API Agro, vous devez, comme dans la téléphonie mobile, être abonné à la plateforme. Nous ne sommes pas propriétaires des données, nous ne sommes pas un broker, nous n'achetons pas, nous ne vendons pas les données. Nous faisons en sorte de pouvoir interconnecter des utilisateurs de données et des émetteurs de données. Nous n'intervenons pas dans la relation commerciale entre les uns et les autres. Nous nous assurons que les tuyaux sont bien connectés techniquement, que les conditions juridiques d'accès aux données sont sécurisées et qu'ensuite les conditions commerciales restent bien définies par l'émetteur de la donnée. Nous, en synthèse, API Agro aujourd'hui est une plateforme d'échange technologique sécurisée et souveraine qui couvre l'ensemble des filières agricoles, végétales et animales, avec une gouvernance basée sur un réseau d'actionnaires
équilibré, regroupant des acteurs publics, privés, et avec les instituts techniques et les chambres d'agriculture comme garants de l'intérêt général sur ces sujets-là, afin de développer une communauté d'usage et d'échange de données. Voilà en synthèse API Agro qui annoncera dans une heure, après cette présentation plutôt technique et fonctionnelle, son opération manifeste pour l'avenir alimentaire de l'Europe et la souveraineté européenne des données agricoles. Initiative API Agro avec le soutien de ses partenaires technologiques d'AWEX et Outscale, l'ensemble des actionnaires et la FNSEA sur ces sujets-là, afin de permettre de partager une vision du numérique agricole ensemble pour développer nos échanges et développer avec les instituts et l'ensemble de l'écosystème des services innovants pour les producteurs agricoles. Merci de votre attention. Alors, vous pouvez bien sûr garder vos questions parce que la conférence ne se termine pas là. Nous allons rentrer dans la deuxième séquence qui sera présentée par François, qui va nous présenter, François de l'ACTA, François Brun, le projet Multipass, qui va un peu dans l'affiliation d'API Agro, un étage, on va dire un deuxième étage à la fusée sur cet échange de données qui parle de consentement. Merci Mehdi. Donc je vais vous présenter les réflexions qu'on mène dans le cadre du projet Multipass. Il s'agit d'établir en fait les conditions de la confiance dans le cadre du partage des données. Donc voilà, c'est un projet qui je vous présenterai tout à la fin. On va surtout vous présenter les recommandations liées à ce projet. Donc l'exploitation agricole devient et peut-être déjà une source incontournable de données. Hein, c'est pas nouveau, mais le mouvement prend de l'ampleur. Et donc l'exploitation agricole est centrale dans cette création de données agricoles pour les agriculteurs à différents niveaux. En 2016, on avait émis 10 recommandations dans le cadre du réseau numérique agriculture et numérique, du réseau numérique et agriculture de l'ACTA, autour de 3 axes: innover, fluidifier et rassurer. Vous avez déjà vu un peu des choses autour de l'axe fluidifier à travers API Agro. On a des actions autour de ça. Autour d'innover, ça va venir après, et je vais vous développer un peu la partie rassurer. Autour de rassurer, on avait émis une recommandation autour d'établir les principes et les bonnes pratiques. Entre-temps, l'année dernière, la FNSEA a sorti, et les jeunes agriculteurs ont sorti la charte Data Agri, et donc ça vient bien alimenter cette recommandation-là autour d'établir les principes de bonnes pratiques. On avait aussi émis une recommandation: garantir la maîtrise des données, établir une chaîne de confiance. Et donc là, c'est dans ce cadre-là que Multipass intervient pour amener des réflexions autour de ça. Donc en 2008, on a mené une série d'ateliers avec une trentaine, donc à chaque fois c'était autour de groupes d'agriculteurs dans des coopératives ou dans différents lieux, avec une trentaine d'agriculteurs en tout. L'idée, c'était de voir avec eux les opportunités et craintes qu'ils ont par rapport aux échanges de leurs données, des échanges de leurs données de leur exploitation. Et donc il s'agit ensuite, à partir de là, de définir ensemble les conditions d'établissement de la confiance. Donc tout d'abord, on pense qu'un outil clé pour établir ces conditions de la confiance sont le consentement. Donc qu'est-ce que le consentement ? Le consentement, c'est actuellement un exploitant agricole, là en 1, il contractualise avec un fournisseur de services, la société A. C'est cette société qui va gérer ses données de parcelles, ses données d'élevage. Mais s'il veut accéder à un nouveau service qui n'est pas forcément fourni par la société A, par la société B, cette société B doit accéder à ses autres données pour pouvoir avoir un service qui est fluide, etc. Et donc, si cette société B veut accéder uniquement aux données de parcelle, il faut qu'il spécifie un usage particulier. Je veux accéder à telle donnée de parcelle pour tel usage précis, et il va demander à l'agriculteur son consentement pour qu'il y ait ce flux de données. C'est ce qu'on appelle le consentement. Donc c'est ce que vous faites déjà sur tout ce qui est données personnelles, hein, ce qui est lié au RGPD. Pour les données personnelles, on demande le consentement explicite pour un usage, pour un type de données. Et là, ce qu'on veut, et c'est une volonté de notre part, c'est de généraliser ça pour l'ensemble des données agricoles pour assurer cette transparence. Donc, la première axe de nos recommandations, c'est de généraliser le consentement pour renforcer la transparence des usages et des données. Donc, pour ça, il faut définir et partager une typologie des usages et des types de données pour faciliter la lisibilité in fine de cela. Il faut aussi avoir des systèmes permettant d'enregistrer les consentements des agriculteurs dans un système.
Il faut rendre accessible l'ensemble de ces consentements avec une vue globale de ces consentements pour que, si ces consentements sont enregistrés dans différents systèmes, l'agriculteur puisse avoir un panorama des différents consentements qu'il a eus pour pouvoir à la fois savoir ce qu'il a donné comme type de consentement, mais éventuellement les révoquer aussi. Il faut enfin rendre auditables les systèmes de gestion de consentement existants, enfin ceux qui vont exister aussi, pour vérifier pour vérifier qu'il n'y a pas les usages qui sont précis, qui sont donnés sont bien ceux qui sont affichés. Au-delà de là, il faut construire une chaîne de confiance et pour ça, on veut créer un écosystème d'acteurs autour de la gestion des consentements qui doit impliquer les agriculteurs. Il faut définir des règles d'engagement de ces acteurs envers l'écosystème, informer les acteurs sur le niveau de sécurisation des plateformes de consentement, garantir l'identité des acteurs pour assurer la validité des consentements, donc ça c'est aussi un chantier important. Proposer un système de signalement et un processus de médiation aussi en cas de conflit, ça fait une autre partie de l'écosystème. Enfin, sur tout ce qui est respecter les bonnes pratiques, donc il y a la charte Data Agri qui est sortie cette année aussi. Mais pour aller plus loin dans l'amélioration de ces contrats, puisqu'on a une dynamique aussi qui est internationale, les fournisseurs de services ne sont pas juste nationaux, on pense que c'est important de faciliter l'adaptation des bonnes pratiques dans la création d'un label au niveau européen, d'expliciter les conditions des contrats relatifs aux usages des données comme un ensemble de consentements spécifiques pour pas qu'on ait une disjonction entre un contrat, comme les agriculteurs le connaissent, avec beaucoup de choses et après en plus des consentements spécifiques. L'idée c'est de tout pousser vers des choses assez modulaires. Clarifier la situation juridique aussi d'une mise à jour de ces consentements par rapport au contrat initial. Tous ces travaux sont menés dans le cadre d'un projet CASDAR, donc financé par le ministère de l'Agriculture, qui s'appelle Multipass, qui a commencé en janvier 2018, qui vise à avoir des ateliers pour sensibiliser les agriculteurs autour de ces questions. Donc ça c'est le cadre de ces recommandations, et donc d'aller vers un livre blanc. Et puis il y a toute une partie technique qui vise à proposer cet écosystème de gestion des consentements pour gérer ces briques de consentement et avoir un panorama global. Donc ce projet est porté par Arvalis, qui est le porteur du projet, avec les partenaires qui sont l'ACTA, la tête de réseau, l'Institut de l'élevage, la FIEA, l'IRCA, Orange et SMAG, et donc c'est financé par le ministère de l'Agriculture. Et donc l'ensemble de ces travaux sont aussi sur cette page là que vous avez, et surtout vous avez un certain nombre, ces informations sont reprises donc dans la plaquette qui est juste ici. Voilà, je vous remercie. Merci François. Donc on a vu les deux premiers étages de la fusée, on va voir le troisième étage qui est l'innovation, parce que faire circuler des données de manière sécurisée, rapide, fiable, interopérable et avec le consentement des agriculteurs c'est bien, mais il faut que ça soit utile, et pour que ça soit utile il faut aller rencontrer les besoins exprimés par les filières, les agriculteurs. Et donc au travers de ce parcours que vous pourrez visiter sur le stand de l'ACTA, vous trouverez 21 innovations proposées par l'ensemble des instituts. Il y en a pas mal qui sont des innovations du digital, des innovations numériques. Donc on va vous faire un petit medley très rapide. Voilà, j'ai déjà un peu mangé de temps parce que c'est 3 minutes, je le dis pour les autres intervenants, pour présenter ces innovations. Vous pouvez avoir plus d'informations bien sûr ensuite sur les stands ou avec les personnes en direct. Donc une première innovation digitale au service du pilotage des cultures proposée par Arvalis. C'est un piquet connecté qui est juste derrière, que vous pourrez aller voir en vrai, qui est développé par une petite PME qui s'appelle Bosch. Donc c'est une énorme société qui commence à investir sur le numérique, mais qui ne sait faire que des capteurs, que de l'infrastructure, et qui a besoin du savoir-faire, de l'expertise des instituts techniques pour coupler ces capteurs qui vont mesurer directement dans les parcelles toute une série de paramètres liés au sol, liés à la plante et liés au climat, pour avoir une cinétique temporelle très très fine, c'est-à-dire chaque heure, chaque jour, collecter des données et les transmettre automatiquement dans un cloud, dans une base de données qui va s'enrichir ensuite, surtout par l'expertise et le savoir-faire des instituts techniques, notamment au travers des modèles. Et donc grâce à ce type d'outils, on prépare les OAD de demain, les outils d'aide à la décision de demain, qui vont aider le producteur à faire des bons choix techniques. En l'occurrence, c'est la fertilisation azotée qui
qui est visé ici. On va essayer d'estimer les besoins précis de la plante au jour le jour avec ce type de capteur, et puis couplé avec nos modèles développés par Arvalis en l'occurrence, proposer un service beaucoup plus précis, beaucoup plus fin aux producteurs. Donc voilà, ça mesure beaucoup de choses ce capteur. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans la mécanique. Ce qui est très intéressant, combiné au spatial, là vous avez le même piquet et combiné avec une interpolation spatiale, vous allez avoir une interpolation sur le terrain, sur une parcelle avec quelques piquets. On va pouvoir recouvrir toute la parcelle et voir au jour le jour comment se développent les plantes et quels sont leurs besoins au bon moment. Voilà, j'ai dû faire à peu près 3 minutes, donc je vais passer la main à mon collègue de l'Institut des abeilles de l'ITSAP qui va vous présenter l'autre innovation sur l'apiculture. Du coup, juste avant de démarrer le film, on a choisi de présenter une application, mais vous allez voir sur le stand, c'est une ruche connectée, alors avec différents types de capteurs, soit des balances, des capteurs de température, des capteurs de mouvement, des capteurs d'entrée-sortie des abeilles. Et du coup là, présenter juste une application sur... L'innovation, c'est une application qui a été mise au point dans le cadre de l'UMT Prades, donc qui est une unité mixte technologique qui regroupe tous les partenaires, INRA, ITSAP et associations locales, ainsi que Terra Innovia. Et du coup, l'application s'appelle IGIS, sachant que une des problématiques pour les apiculteurs, c'est de bien connaître leur environnement, sachant que l'abeille butine à 3 km de rayon, ça fait une aire de butinage de 30 km² quasiment. Et donc pour connaître cette aire de butinage, pour l'instant, il n'y a pas d'application dédiée, donc celle-là est déjà accessible. Il y a un projet en cours pour toujours la poursuivre. Donc, pour l'instant, en fait, c'est une comparaison, se base sur le RGP, qui est donc le parcellaire pour voir quel type de cultures sont présentes dans le rayon de butinage. Et voilà, du coup, le projet en cours, il est associé avec IGN pour aussi utiliser d'autres données comme typiquement les essences forestières qui sont très intéressantes pour les apiculteurs mais qui ne sont pas encore présentes dans l'application actuelle. Et donc pouvoir utiliser ces données-là et aussi les actualiser un peu plus parce que là pour l'instant du coup on se base sur des bases de données publiques, donc avec un certain délai entre le moment où il y a le parcellaire qui est connu et le moment où les apiculteurs sont intéressés pour travailler. Donc dans l'exemple, un apiculteur qui veut connaître le miel de lavande qui est un miel phare des apiculteurs du Sud, pour pouvoir savoir quels sont les meilleurs emplacements, repérer à la fois là où on aura une grosse quantité de lavande à proximité du rucher, et aussi voir les autres cultures qui sont présentes autour, sachant que si on souhaite que les colonies se portent bien au-delà de la mielée de lavande, c'est intéressant d'avoir d'autres cultures autour. Inversement, si on veut un miel très pur, c'est intéressant de ne pas avoir trop d'autres cultures que de la lavande quand on pose ses colonies. Un autre point qui intéresse beaucoup les apiculteurs pour savoir la qualité de leur environnement quand ils posent des ruches à un endroit, ça va être tout ce qui est phytosanitaire. Et donc la même application utilise la base de données nationale de vente des produits phytosanitaires par département et donc permet de visualiser aussi qu'est-ce qui est acheté dans le département, et donc une idée assez vague, mais une idée malgré tout de ce qui peut être utilisé par les apiculteurs autour des ruchers sur lesquels les apiculteurs vont poser leurs colonies. Et donc on a vu jusqu'à présent toute la partie cartographie. Il y a aussi une partie graphique où ça permet de voir l'évolution de la vente des produits par département. Donc là c'est une comparaison entre la Drôme et le Vaucluse sur le thiaméthoxam. Et on peut avoir des différents types de graphiques qui sont produits. Donc là c'est une application qui est déjà disponible, mais qui en projet de développement se poursuit pour avoir aussi des données sur tout ce qui est productivité des mielés, tout ce qui est sanitaire varroa, enfin tout ce qui va intéresser les apiculteurs. Et donc pour finir, donc c'est financé par le CASDAR, le ministère de l'Agriculture, et l'ANSES a participé aussi au financement de cette application. J'espère que j'ai tenu les 3 minutes. Vous avez des questions sur le stand? Alors, sur l'IFCE, j'avoue que je ne sais pas si ma collègue est présente, je ne l'ai pas vue. Donc, oui, si elle n'est pas présente, donc Juliette, je peux l'expliquer très rapidement, mais je ne suis pas du tout un expert, donc vous pourrez vous rapprocher du stand pour avoir plus d'informations. Il s'agit en fait d'un capteur qui permet de mesurer sur les chevaux
la température corporelle avec une puce d'identification. Donc elle est en démonstration sur le stand. Vous avez un appareil qui permet d'aller contrôler la température et la courbe, surtout dans le temps, de l'évolution de la variation de la température du cheval, et ainsi pouvoir estimer des risques de pathologie ou des alertes que les gens de chevaux connaissent beaucoup mieux que moi et qui leur parleront mieux que moi, mais qui permet de sans doute suivre et couplé à des modèles, pouvoir faire un suivi assez fin et assez précis de chaque chevaux sans forcément les traumatiser, puisque c'est un outil qui est respectueux du bien-être des chevaux. Alors je m'excuse, je suis pas du tout expert, donc je vais passer très très vite à mon autre collègue qui l'est beaucoup plus que moi, Patrick Sarzeau, qui pourra vous présenter les applications de l'Institut de l'élevage. Merci. Oui, donc moi je vais vous présenter deux applications qui sont dédiées à la production fourragère, en particulier donc produite par l'Institut d'élevage. Alors la première s'appelle Autocisel, c'est un site que l'on retrouve, c'est un site de sensibilisation et de conseil sur l'autonomie alimentaire et protéique, qu'on retrouve sur le site de l'Institut d'élevage et qui a été élaboré à partir d'un financement de la Confédération nationale de l'élevage et en partenariat avec les chambres d'agriculture. L'idée est d'aider à sensibiliser les producteurs sur la question d'autonomie alimentaire et protéique et d'avancer vers des solutions pratiques qui sont adaptées à leur situation, à leur contexte, à leurs problèmes. En fait, il y a un mini-diagnostic autour d'une dizaine de critères qui va très vite, qui permettent de se positionner. Il y a une série de fiches, une quarantaine par filière, qui permettent de répondre à des questions, produire plus de légumineuses, les mélanges graminées légumineuses, la fertilisation, la gestion du pâturage, et qui sont argumentés au plan technique, économique, environnemental et de faisabilité. Puis aussi, on a un catalogue qui nous permet d'avoir les adresses, les contacts des conseillers sur le terrain qui viennent conseiller et accompagner les producteurs sur cette problématique de l'autonomie alimentaire. Donc ça, c'est disponible à l'adresse autocisel.fr. Et la deuxième application, c'est une application smartphone qui est sortie il y a quelques mois, qui s'appelle Grassman, et qui est le premier bouquet d'applications dédié à la conduite de la prairie. Donc l'idée, c'est d'aider dans la parcelle le producteur face aux questions qui se posent sur les questions de production d'herbe. C'est aussi un partenariat avec des semenciers, Maïs Adour et Geoffrey Driot, mais aussi l'accompagnement de Supagro Montpellier et de Bordeaux Sciences Agro, donc l'enseignement. Et donc cette application est une application smartphone qui est disponible, que l'on peut utiliser directement de la parcelle par géolocalisation, qui permet bien sûr d'avoir la météo, mais au-delà de ça, de pouvoir travailler sur sa production herbagère. Les différents outils que l'on y trouve, c'est en particulier composer les semis qui vont être faits en termes de composition floriale de la nouvelle prairie qu'on va implanter. C'est établir la fertilisation azotée, c'est savoir reconnaître la flore de sa prairie, c'est savoir aussi repérer les adventices que l'on peut avoir dans sa prairie, décider des dates de fauche, enfin voilà, donc vous voyez que c'est assez varié, divers et varié, et on a des applications, des vrais outils d'aide à la décision à ce niveau-là. On peut aussi rentrer dans une démarche de partage d'informations avec d'autres acteurs, d'autres producteurs, d'autres conseillers, et donc dans un réseau. Donc c'est une application hybride, adaptable bien sûr Android et iOS, disponible sur les stores et donc responsive design. Donc, on peut obtenir à partir d'une licence annuelle de 49 € par an. Voilà. Je vous remercie. Merci Patrick. Et donc on va écouter le dernier intervenant de la matinée de l'Institut du Port, Michel Marcon, qui nous présentera son application. Alors bonjour à tous. Donc on va passer après les équins et les ruminants, on va passer aux cochons. Donc moi je vais vous parler d'une application en fait qui s'appelle Smart Farm. Donc l'objectif c'est de numériser le registre des traitements vétérinaires en élevage porcin. Et puis de permettre à l'éleveur de suivre l'évolution de ces traitements en temps réel. Donc comment ça marche? C'est que
L'éleveur, lorsqu'il reçoit un nouveau lot de médicaments, il flash ce lot de médicaments, il renseigne les quantités, donc pour avoir l'état de son stock de médicaments dans sa pharmacie. Ensuite, lorsqu'il veut donner un traitement à ses animaux, donc il va flasher, prendre le médicament dans sa pharmacie, flasher sa carte NFC, donc c'est comme le paiement sans contact. Donc il pose son téléphone, son smartphone sur la carte NFC, ça lui indique directement le médicament qui a été reconnu, et derrière ça donne le type de traitement, le type de médicament, si c'est antibiotique, anti-inflammatoire, ça va donner si c'est un vaccin, la dose, l'intervalle entre prises, la durée du traitement et les délais d'attente. Donc tout ça après, dans l'idée d'émettre éventuellement des alertes. Donc ensuite, une fois qu'il a reconnu le médicament, il va affecter son traitement, et là l'éleveur a le choix, soit c'est un traitement collectif, il va affecter le traitement à l'ensemble des animaux d'une salle. Pour ce faire, il va flasher la carte NFC de la salle. Dans l'application, en fait, les animaux sont distribués donc, dans les salles, donc l'application sait à tout moment quels animaux sont dans quelle salle. Il a aussi la possibilité de traiter les animaux que d'une seule case, donc là il va flasher la carte de cette case-là. Et enfin il a la possibilité de traiter l'animal directement, donc quand c'est un traitement individuel par injection, et là il va scanner la puce RFID de l'animal pour affecter le traitement à cet animal-là. Donc là, typiquement, il fait un traitement à la case, donc il a flashé la case, et là, on sait qu'on est dans on sait le numéro de la case. Donc là, c'est la case 12, ça a été caché pour le format. Et donc, on a la date du traitement qui est affectée automatiquement dans la base de données. Ensuite, une fois cette étape franchie, donc l'éleveur, il a la possibilité de renseigner des informations complémentaires directement via le smartphone ou sur PC pour compléter les interventions qu'il peut faire sur les traitements sanitaires. Et il a la possibilité d'avoir des alertes donc sur son smartphone directement. Donc lorsqu'il veut envoyer un animal à l'abattoir, si le délai d'attente entre le traitement et l'abattage n'est pas respecté, il va directement avoir une alerte. Et enfin, il a la possibilité de disposer de fiches de traçabilité. Donc dans le cadre de filières, par exemple, porc sans antibiotiques, il a la possibilité d'avoir individuellement les informations de chaque porc et valoriser les porcs qui n'ont pas été traités en filière sans antibiotiques, et éventuellement les porcs qui ont été traités, les valoriser dans les filières conventionnelles. Et donc ça lui donne également accès à des tableaux de bord. Donc ces tableaux de bord qui lui permettent de suivre ses traitements et de se positionner par rapport à une référence donc éditée par l'IFIP. Donc ça lui permet de savoir en termes de nombre de traitements, de quantité de médicaments utilisés sur son exploitation, comment il se positionne par rapport à des élevages équivalents, et pour pouvoir progresser et réduire progressivement l'utilisation de la médication sur son exploitation. Et je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai tenu les 3 minutes. Merci Michel. Alors, on approche de la fin. Simplement, donc, à moins qu'il y ait un collègue de la forêt qui en dira mieux que moi, je peux simplement vous présenter la dernière innovation numérique présentée sur le stand, proposée par le Centre national des forêts, qui propose en fait un outil de simulation pour les sylviculteurs qui souhaitent orienter leur production sylvicole en fonction de stratégies de stockage du carbone, donc tout à fait adapté bien sûr aux problématiques actuelles de bouleversement climatique, et donc de mesurer les pratiques et mesurer les modes de sylviculture en fonction de la capacité de stockage des gaz à effet de serre et particulièrement du carbone. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Il y aura un dossier de presse, je terminerai juste avec ça, un dossier de presse pour les journalistes qui souhaitent avoir plus d'informations. Il est en ligne sur le site de l'ACTA. Marie-Christine est également là pour vous le distribuer. Et je laisserai le mot de la fin à Sébastien Windsor, qui est le président de l'ACTA et qui conclut cette matinée avec nous. Merci Mehdi. Alors, au-delà de l'être président de l'ACTA, je suis avant tout agriculteur, grande culture, polyculture et élevage de porc. Et ce qui vous a été dit là, je veux juste dire que c'est pas le monde de demain, c'est déjà le monde d'aujourd'hui.
dans la réalité de ce que je fais chez moi, je suis déjà en train d'utiliser ces outils. L'outil pharmacie port, je suis engagé dans une filière qualité avec les personnes qui m'achètent les animaux et j'utilise cet outil-là pour assurer de la traçabilité. Je le disais en aparté, j'utilise un outil tout à fait similaire en grande culture où à chaque fois que je reçois un bidon de produits phytosanitaires, je colle une puce RFID dessus. Quand je le vide dans mon pulvérisateur, le pulvérisateur reconnaît le bidon et donc enregistre que j'ai mis le produit. Si je jette le bidon aux emballages vides, il reconnaît que j'ai mis tout le produit. Sinon, quand je le ramène dans mon local, je le pèse et il reconnaît la quantité que j'ai mis dans le pulvérisateur. Et ce même boîtier, quand je vais pulvériser le produit dans le champ, reconnaît les parcelles où je l'ai épandu. Donc j'ai une traçabilité totale grâce à ce type d'outil. Et je peux vous dire qu'au quotidien, ça change ma vie parce que cette traçabilité, elle est sans faille. Et puis parce que j'ai gagné un temps de saisie dans cette traçabilité qui est colossale. Le deuxième point, c'est aussi pour améliorer mes pratiques, autant du point de vue économique que du point de vue environnemental, parce que les deux sont liés. Les produits phyto sont ma première source de dépenses. Donc, pour améliorer mes pratiques, tant d'un point de vue économique, pour optimiser mes rendements en mettant le moins d'intrants possible, que d'un point de vue environnemental, à chaque fois que je mets moins d'intrants ou je mets la juste dose ou que j'augmente mon rendement, j'ai moins de résidus qui partent dans le sol. Donc pour faire ça, les outils d'aide à la décision, ils sont devenus mon quotidien aujourd'hui sur la gestion de mon exploitation. Et je ne suis pas un cas isolé d'un agriculteur geek dans un coin. Tous mes collègues, on utilise au quotidien ce type d'outils. Voilà, tout ça pour vous dire que dans les choses qui sont attendues de nous par la société, dans les enjeux qu'on a pour retrouver du revenu dans les exploitations agricoles, les instituts techniques y jouent un rôle absolument majeur pour nous accompagner dans nos choix et le numérique devient un des premiers outils que les instituts techniques agricoles mettent à notre disposition pour mieux faire notre métier et pour mieux vivre de notre métier. Et on a besoin que tout ça se développe et on a bien compris que pour faire tout ça, on ne devait pas attendre que ça tombe du ciel, on devait être moteur. Et pour être moteur, on devait s'intéresser au sujet de la gestion des données. Et c'est pour ça qu'on a investi dans la plateforme API Agro qui vous a été présentée avant. Parce qu'on pense que, oui, on a une partie des données, mais une partie des données peut-être à droite ou à gauche. Et que c'est bien en allant chercher toutes ces données qu'on pourra avoir des outils encore plus performants demain. Et puis, on ne le limitera pas à nous, cet outil, il sera ouvert plus largement parce que c'est dans notre vocation d'intérêt général des instituts de faire en sorte que ces données, elles soient accessibles au plus grand nombre, encore une fois pour aider l'agriculture. Et puis dernier point, on est aussi conscient que cette gestion des données, quelque part, les données, elles sont quand même propriétaires de l'agriculteur, donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'elles ne soient pas utilisées non plus pour tout et n'importe quoi, que dans un certain nombre de cas, elles nous rendent service, mais que ces données-là, elles pourraient être utilisées à des fins qui ne sont pas tout à fait celles qu'on envisage. Juste pour vous citer un exemple, quand vous achetez une moissonneuse-batteuse aux États-Unis chez John Deere, vous signez un contrat et qu'il y a un capteur de rendement, vous signez un contrat à John Deere comme quoi les données de rendement, elles appartiennent à John Deere qui consent à vous les mettre à disposition. Par quoi ça se traduit? John Deere vend ces données-là parce qu'ils sont les premiers à pouvoir estimer les rendements. Et ça a une valeur absolument colossale, pas tant pour l'agriculteur, mais pour des gens qui vont faire du trade, pour des traders qui vont spéculer sur les données et sur les prix. Et c'est l'agriculteur qui sera le dernier à avoir l'info de ces éléments-là et qui aura du mal à se positionner sur ces marchés et qui subira ces fluctuations de prix. Donc on a besoin de réguler ça, on a besoin de contrôler ça, on a besoin que ces données elles ne tombent pas dans les mains d'énormes entreprises qui les utiliseront contre nous. Et pour ça, on a besoin d'avancer sur le consentement des agriculteurs. Donc voilà, j'espère qu'au travers de ces exemples, vous avez été convaincus que les instituts sont au cœur des enjeux numériques pour apporter des solutions aux agriculteurs dans leur quotidien. Et que pour faire ça, on essaye collectivement, avec un certain nombre de nos voisins qui sont sur ces stands-là, de développer les outils qui permettent de le faire correctement et toujours centrés sur l'intérêt des agriculteurs. Voilà, alors je pense que tout le monde est à votre disposition pour répondre aux questions. Et en tout cas, merci d'être venu nous écouter et d'avoir été attentifs. Merci. Donc voilà, s'il y a des questions...